Tout commence par une séquence qui, en temps normal, n'aurait probablement attiré l'attention de personne. Une simple caméra automatique installée au cœur des marécages de Floride, un fragment de forêt humide, des broussailles épaisses, une eau brunâtre, quelques branches qui bougent lentement sous l'effet du vent. Exactement le genre d'image que les chercheurs visionnent par milliers chaque année. Mais lorsque les scientifiques ont lancé cette vidéo, quelque chose a changé dans la pièce. Pas forcément à cause de ce qu'ils voyaient à l'écran, mais à cause de ce que ces images pouvaient signifier. Car depuis presque 2 décennies, l'histoire des Everglades semblait déjà avoir été écrite. Les pythons birmans étaient arrivés, les mammifères avaient dû commencer à disparaître, et l'un des écosystèmes les plus célèbres d'Amérique du Nord devenait progressivement plus silencieux. Ce qui avait commencé avec quelques animaux exotiques relâchés dans la nature s'était transformé en une invasion biologique que personne ne semblait désormais capable de contrôler complètement. Les ratons laveurs avaient disparu de certaines zones où ils étaient autrefois extrêmement communs. Les lapins des marais étaient devenus rares, parfois même introuvables. Les populations d'opossums s'étaient effondrées. Même les lynx roux étaient devenus beaucoup moins nombreux. Et pendant que les scientifiques essayaient simplement de déterminer combien de pythons pouvaient se cacher dans le sud de la Floride, les serpents, eux, continuaient de grandir. Certains semblaient désormais capables d'avaler des proies que l'on avait longtemps considérées comme beaucoup trop grandes pour eux, même des cerfs adultes. Puis des images sont apparues. Des images qui ne correspondaient plus vraiment à cette histoire. Elle provenait de la réserve nationale de Big Cypress. Et elle semblait montrer quelque chose que ni les programmes de chasse organisés par les autorités, ni les chasseurs professionnels de serpents, ni les caméras thermiques, ni même des années de recherche scientifique n'avaient réussi à provoquer. La nature elle-même semblait commencer à réagir. Pas parce que les humains avaient un peu mis fin à l'invasion, pas parce qu'une technologie révolutionnaire avait soudainement été découverte, et certainement pas parce que les pythons avaient disparu, mais parce que certains animaux qui pendant des années avaient semblé presque sans défense face à ce nouvel ennemi commençaient à modifier leur comportement. Après presque 20 années de destruction écologique, quelque chose d'inattendu pourrait être en train de se produire dans les marécages de Floride. Une contre-attaque. Et avant de découvrir ce que ces caméras ont réellement enregistré, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ces histoires où les scientifiques réalisent soudainement que la nature fonctionne selon des règles bien différentes de celles que nous avions imaginées. Car ce qui se déroule actuellement en Floride pourrait déterminer si l'un des écosystèmes les plus extraordinaires d'Amérique du Nord peut, au moins en partie, se remettre de l'une des invasions biologiques les plus destructrices de son histoire. Pour comprendre pourquoi ces images sont si importantes, il faut d'abord comprendre ce que sont réellement les Everglades. Lorsqu'on ne connaît cette région qu'à travers les films ou les documentaires, on pourrait facilement imaginer qu'il ne s'agit que d'un immense marécage. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les Everglades sont en réalité un gigantesque système aquatique extrêmement lent, comparable à une immense rivière très peu profonde qui traverse une partie du sud de la Floride. Une mer d'herbes coupantes, de mangroves, de petites îles, de canaux, de forêts de cyprès et de zones humides. Pendant des milliers d'années, un réseau incroyablement complexe d'habitats s'y est développé, dans lequel presque chaque espèce dépendait directement ou indirectement d'une autre. L'eau alimentait les plantes nourrissaient les insectes et les herbivores, les petits animaux devenaient la nourriture des plus grands, et les prédateurs contrôlaient à leur tour les populations de ces espèces. Les alligators eux-mêmes modifiaient le paysage en créant des trous d'eau qui permettaient à de nombreuses autres espèces de survivre pendant les périodes sèches. Au-dessus des étendues d'herbe se déplaçaient d'immenses groupes d'oiseaux et chassiers. Des ratons laveurs longeaient les berges. Les opossums cherchaient leur nourriture pendant la nuit. Les lapins des marais disparaissaient dans les hautes herbes. Les loutres chassaient dans les cours d'eau. Les lynx roux parcouraient les petites îles plus sèches. Les cerfs de Virginie se déplaçaient entre les zones de végétation. Et derrière toutes ces relations existait un équilibre fragile qui ne s'était pas formé en quelques décennies. Il avait fallu des milliers d'années. Les Everglades purifient l'eau en stock des quantités considérables, alimentent les réserves souterraines et peuvent même réduire les conséquences de certains phénomènes météorologiques extrêmes. Leur valeur écologique et économique se compte en milliards, mais leur véritable importance est pratiquement impossible à mesurer avec de l'argent, car ce système fonctionnait précisément parce que tous ces éléments étaient connectés. Lorsque suffisamment de pièces disparaissent, ce n'est plus seulement une espèce qui est affectée, c'est l'ensemble du réseau qui commence à changer. Et c'est exactement ce qui allait se produire. En août de l'année 1992, l'ouragan Andrew frappa le sud de la Floride. La tempête atteignit la catégorie maximale. Des vents dépassant 260 km/h détruisirent des maisons,
arrachèrent des toitures et transformèrent des quartiers entiers en champs de débris. Près de Miami, une installation abritant des reptiles exotiques fut également endommagée. Parmi ces animaux se trouvaient des pythons birmanes. Personne ne sait exactement combien de serpents ont pu s'échapper pendant ou après la tempête. C'est pour cette raison que l'ouragan Andrew est régulièrement cité lorsqu'on raconte l'origine de l'invasion. Mais il serait probablement incorrect de rendre cet événement seul responsable de tout ce qui allait suivre, car au même moment, le commerce des animaux exotiques connaissait une croissance considérable aux États-Unis. Et les pythons birmans avaient tout pour fasciner. Ils étaient impressionnants, ils étaient inhabituels, et surtout, lorsqu'ils étaient jeunes, ils semblaient étonnamment faciles à garder. Un bébé python paraissait parfaitement contrôlable, on pouvait presque le tenir entre ses deux mains. Pour beaucoup d'acheteurs, ce n'était au départ qu'un animal exotique fascinant. Il y avait simplement un problème, il ne restait pas petit. En quelques années, ce serpent relativement modeste pouvait devenir un prédateur de plusieurs mètres de longueur, un animal pesant plusieurs dizaines de kilogrammes, un animal ayant besoin de grandes quantités de nourriture, et surtout, un animal dont les exigences n'avaient plus rien à voir avec celles d'un animal domestique ordinaire. Certains propriétaires se retrouvèrent finalement face à un serpent beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé, un serpent qu'ils ne pouvaient plus contrôler en toute sécurité. Certains cherchèrent de nouveaux propriétaires, d'autres choisirent une solution qui, sur le moment, pouvait presque leur sembler plus humaine. Ils prirent leur voiture, ils partirent loin des villes et ils libérèrent leurs serpents. Pour l'animal, cela signifiait la liberté. Pour les Everglades, cela signifiait quelque chose de totalement différent, car le sud de la Floride était presque un paradis pour un python birman. Chaud, humide, rempli d'eau, rempli de cachettes et surtout rempli de proies. Le serpent n'avait pas besoin de s'adapter à un environnement froid ou particulièrement sec. Il retrouvait des conditions étonnamment proches de celles de certaines régions de son habitat naturel en Asie du Sud-Est, mais avec une différence fondamentale. Les animaux de Floride ne le connaissaient pas. Un raton laveur savait comment réagir face à un lynx roux. Un lapin possédait des comportements développés au fil des générations pour échapper aux prédateurs locaux. De nombreuses espèces savaient reconnaître les dangers représentés par les alligators, les oiseaux de proie ou les panthères de Floride, mais leurs ancêtres n'avaient jamais passé des milliers de générations à apprendre comment survivre face à un serpent constricteur pouvant mesurer plusieurs mètres. Et le python n'avait besoin que d'une seule erreur. Il n'avait pas besoin de poursuivre sa proie sur plusieurs kilomètres. Il n'avait même pas besoin d'être plus rapide. Il devait simplement attendre. Son corps pouvait pratiquement disparaître parmi les feuilles mortes, la boue et l'eau sombre. Des organes sensoriels spécialisés l'aidaient à détecter les animaux à sang chaud, même lorsque la luminosité était faible. Il pouvait rester immobile pendant très longtemps. Puis, lorsqu'une proie s'approchait suffisamment, tout se passait en une fraction de seconde. La tête jaillissait vers l'avant, les dents s'accrochaient, le reste du corps suivait, puis les puissants anneaux musculaires se refermaient. Pour la victime, l'affrontement pouvait être pratiquement terminé avant même qu'elle ait compris d'où venait l'attaque. Mais même cette capacité de chasse exceptionnelle ne suffit pas à expliquer pourquoi l'invasion était devenue aussi incontrôlable. Car il existait un deuxième facteur, la reproduction. Une grande femelle peut produire plusieurs dizaines d'œufs. Dans des circonstances exceptionnelles, une ponte peut même approcher la centaine. Et la femelle ne se contente pas nécessairement d'abandonner ses œufs. Elle peut enrouler son corps autour d'eux et les protéger pendant leur développement. Dans une région remplie de nourriture, offrant relativement peu de prédateurs capables de s'attaquer efficacement aux adultes et comprenant des millions d'hectares de territoire extrêmement difficiles d'accès, chaque ponte réussie pouvait potentiellement ajouter des dizaines de nouveaux prédateurs au système. Au début, presque personne ne remarqua ce qui se passait. Un python disparaissait dans les herbes, un autre restait caché sous l'eau, un troisième traversait pendant la nuit une région où presque aucun humain ne mettait les pieds. À la surface, les Everglades semblaient encore normales, mais dans l'ombre, une population grandissait. Aujourd'hui encore, personne ne connaît avec certitude le nombre de pythons birmans vivant réellement dans le sud de la Floride. Certaines estimations évoquent une population pouvant se situer entre 100 000 et 300 000 individus. Peut-être sont-ils moins nombreux, peut-être sont-ils beaucoup plus nombreux. Et cette incertitude fait justement partie du problème. Comment compter un animal dont presque toute la stratégie de survie consiste précisément à ne jamais être vu? À un certain moment, les scientifiques n'avaient même plus besoin de compter directement les pythons pour comprendre ce qui était en train de se produire. Ils pouvaient simplement compter ce qui avait disparu. Des études réalisées sur le long terme dans certaines des régions les plus fortement touchées révélèrent une situation terrifiante. Les populations de ratons laveurs y avaient diminué de plus de 99%. Les opossums avaient subi des pertes comparables. Dans certaines zones étudiées, les lapins des marais avaient pratiquement disparu. Les renards étaient eux aussi devenus extrêmement rares dans plusieurs régions.
et même les lynx roux, pourtant eux-mêmes d'excellents prédateurs, avaient diminué. Mais le plus inquiétant n'était pas forcément un pourcentage précis, c'était le vide. Les chercheurs pouvaient parcourir la nuit des routes où, autrefois, des mammifères apparaissaient régulièrement dans la lumière des phares. Désormais, il arrivait qu'ils ne voient absolument rien, kilomètre après kilomètre. Aucun reflet d'yeux sur le bord de la route, aucun bruit dans les broussailles, aucun lapin, aucun raton laveur, aucun opossum traversant précipitamment la chaussée au dernier moment. L'eau continuait pourtant de couler, les plantes continuaient de pousser, les insectes continuaient de bourdonner. De l'extérieur, les Everglades ressemblaient toujours aux Everglades, mais une partie fondamentale de cet écosystème commençait à manquer. La couche intermédiaire du réseau alimentaire était progressivement vidée, et c'est précisément à ce moment-là que le problème devient beaucoup plus important que la simple question du nombre d'animaux qu'un python peut avaler. Car lorsqu'une espèce disparaît, ce n'est pas seulement un animal que l'on retire du paysage. Sa fonction disparaît ou se transforme également. Les espèces dont elles se nourrissaient peuvent augmenter. Les prédateurs qui dépendaient en dos d'elles perdent une source de nourriture. Les graines peuvent être dispersées différemment. Certaines maladies peuvent circuler autrement. Les relations de compétition changent. Et progressivement, l'ensemble du système commence à se réorganiser. La Floride devait donc réagir. Et l'une de ses réponses les plus célèbres allait devenir presque un événement public, la Python Challenge. Des citoyens furent encouragés à partir à la recherche des serpents invasifs. L'événement attira l'attention. Il y avait des récompenses, des caméras de télévision, des photographies montrant des serpents gigantesques. Et chaque python capturé ressemblait à une petite victoire. Puis on regarde les chiffres. Au cours de l'année 2024, 195 pythons furent retirés de la nature pendant l'ensemble de la compétition. 195. Face à une population potentielle de plusieurs centaines de milliers d'animaux. Cela ne signifie pas que ces captures étaient inutiles. Chaque femelle reproductrice retirée de l'écosystème pouvait avoir un impact. Chaque serpent éliminé était un prédateur de moins. Mais mathématiquement, l'ampleur du problème restait gigantesque. La Floride passa donc à l'étape suivante. Des équipes professionnelles furent mobilisées, des personnes qui savaient exactement ce qu'elles cherchaient, des personnes capables de passer des nuits entières dans les marécages, des chasseurs qui traversaient l'eau et la végétation en essayant de repérer un animal qui pouvait se trouver presque directement devant leurs pieds sans être détecté. Depuis l'année 2017, plus de 23 000 pythons auraient ainsi été retirés. 23 000. Le chiffre semble énorme, et derrière chacune de ces captures, il se cache des heures de travail. Mais il faut revenir à ce problème fondamental, la reproduction. Une seule grande femelle peut produire plusieurs dizaines d'œufs. Si suffisamment de femelles restent invisibles, une population peut potentiellement compenser une partie de ses pertes avec une efficacité impressionnante. Les scientifiques se tournèrent donc vers la technologie. Au départ, les systèmes thermiques semblaient être une solution logique. Un serpent de plusieurs mètres devrait être facilement identifiable dans son environnement. Sauf que les pythons sont ectothermes. La température de leur corps dépend fortement de celle de leur environnement. Dans une zone humide et chaude, le contraste thermique entre le serpent et ce qui l'entoure peut devenir tellement faible que l'animal se fond presque dans l'arrière-plan. Il fallut donc essayer autre chose. Des appâts artificiels, des pièges, des émetteurs, et même ce que les chercheurs appellent parfois des serpents Judas. Le principe était fascinant. Des pythons équipés d'émetteurs pouvaient en être suivis pendant la période de reproduction. Au lieu de simplement capturer immédiatement l'animal suivi, les scientifiques pouvaient parfois le laisser se déplacer. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient les conduire vers d'autres pythons. Certaines de ces méthodes fonctionnaient, parfois même remarquablement bien, mais aucune ne semblait capable de résoudre le problème à l'échelle nécessaire. Car les Everglades ne sont pas simplement vastes, certaines parties sont presque inaccessibles aux humains. Et puis les chercheurs commencèrent à remarquer quelque chose qui rendait la situation encore plus compliquée. Les pythons semblaient eux aussi modifier leur comportement. Des zones où les serpents étaient auparavant régulièrement découverts devenaient soudainement moins productives. Les animaux semblaient se déplacer davantage vers des régions isolées, plus loin des routes, plus loin des corridors fréquemment utilisés, plus loin des endroits où les humains pouvaient facilement les repérer. Plusieurs explications sont possibles. Peut-être que certains serpents apprennent, après des rencontres avec des humains, à éviter certaines zones, mais il existe une autre possibilité, et celle-ci est beaucoup plus inquiétante. Imaginez une population composée de serpents particulièrement prudents et d'autres beaucoup moins méfiants. Les pythons les moins prudents s'approchent plus souvent des routes et des zones accessibles. Les humains les voient, ils les capturent. Les serpents les plus prudents restent cachés, ils survivent.
puis ils se reproduisent. Génération après génération, les humains pourraient donc involontairement retirer de la population précisément les individus les plus faciles à découvrir. Et ceux qui restent seraient les fantômes. Mais pendant que la Floride tentait de combattre cet ennemi presque invisible, l'invasion avait déjà introduit quelque chose d'autre dans les marécages. Quelque chose de beaucoup plus petit, quelque chose que presque personne ne pouvait voir, et peut-être quelque chose d'encore plus difficile à éliminer. Un ennemi qu'aucun chasseur ne pouvait simplement saisir et retirer du marais. Un parasite, son nom scientifique est Railietiella orientalis, le ver pulmonaire des serpents. Et ce minuscule organisme allait révéler une nouvelle dimension de l'invasion, car pendant que toute l'attention du public était concentrée sur des serpents géants capables d'avaler des mammifères entiers, quelque chose de beaucoup plus discret commençait à se propager dans les poumons des serpents indigènes de Floride. Alors que l'attention du public restait concentrée sur les gigantesques serpents constricteurs, les scientifiques commencèrent à examiner certaines espèces de serpents indigènes de Floride, et ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Certains animaux semblaient manifestement malades. Ils étaient anormalement maigres, leurs mouvements paraissaient lents et faibles. Certains mangeaient à peine, d'autres semblaient même avoir des difficultés à respirer normalement. Lorsque les chercheurs examinèrent ces animaux plus attentivement, ils découvrirent la cause dans l'un des endroits où il aurait probablement le moins voulu la trouver. Dans leurs poumons, de petits parasites s'y étaient installés. Et pas seulement un ou deux. Chez les animaux gravement infectés, de nombreux vers pulmonaires pouvaient coloniser le système respiratoire. Ils s'accrochaient aux tissus, se nourrissaient et perturbaient directement l'un des organes dont dépendait la survie du serpent. À ce moment-là, il devint évident que la Floride ne faisait pas seulement face à une invasion de pythons. Le python avait apparemment amené avec lui un passager. Le parasite, lui aussi, est originaire d'Asie. Mais sa présence chez le python birman est très différente de ce qu'elle peut représenter pour les serpents indigènes de Floride. Le python et ce parasite partagent une longue histoire évolutive. Pendant des périodes extrêmement longues, l'hôte et le parasite ont pu s'influencer mutuellement et s'adapter l'un à l'autre. Cela ne signifie pas que le parasite soit totalement inoffensif pour le python, mais le serpent possède certaines caractéristiques biologiques lui permettant de vivre avec sa présence. Les serpents indigènes de Floride, eux, n'ont jamais bénéficié de cette avance évolutive. Pour eux, cet ennemi était entièrement nouveau, et la manière dont il pouvait se propager rendait la situation encore plus préoccupante. Car un serpent indigène n'avait même pas besoin d'entrer directement en contact avec un python. Le cycle pouvait commencer par quelque chose d'aussi banal que les excréments d'un serpent infecté. Des stades du parasite se retrouvaient alors dans l'environnement. Ils pouvaient ensuite être absorbés par des invertébrés. Dans le mécanisme de transmission décrit par les chercheurs, les cafards pouvaient d'office jouer un rôle déterminant. Et dans les habitats chauds et humides de Floride, il ne manque certainement pas. Un cafard absorbe le parasite. Puis quelque chose de parfaitement normal se produit. Une grenouille mange le cafard. Plus tard, un serpent mange la grenouille. 3 événements ordinaires. Rien de spectaculaire. Aucune scène de massacre. Aucune attaque terrifiante. Aucun python gigantesque avalant un cerf. Simplement de la nourriture. Cafard, grenouille, serpent. Et c'est précisément ce qui rend le phénomène si dangereux. Le parasite utilise le réseau alimentaire déjà existant comme moyen de transport. Il n'a pas besoin de créer de nouvelles interactions entre les espèces. Il exploite des relations qui existent depuis d'innombrables générations. Et une fois que les larves ont pénétré dans le serpent, la partie réellement inquiétante commence. Elle ne reste pas simplement dans son système digestif, elle traverse les tissus, elle se déplace dans le corps, et leur destination se trouve dans les poumons. Une fois arrivées, elles s'installent. Elles endommagent les tissus respiratoires sensibles et peuvent se frayer et se reproduire. Plus l'infection devient importante, plus la vie du serpent devient difficile, car un serpent incapable de respirer correctement ne perd pas uniquement de l'oxygène. Il perd ses performances, il devient plus lent, chasser devient plus difficile, fuir devient plus difficile. L'ensemble de son organisme est soumis à une pression constante. Un animal normalement parfaitement adapté à son environnement se retrouve progressivement affaibli. Dans les cas les plus graves, le système respiratoire peut être tellement affecté que l'animal finit par ne plus pouvoir respirer suffisamment. Des chercheurs ont même documenté des infections extrêmes dans lesquelles les parasites étaient invisibles jusque dans la région de la bouche. Puis les scientifiques firent une autre découverte. Une découverte qui rendait le problème beaucoup plus vaste. Le ver pulmonaire ne restait pas uniquement dans les régions où vivaient la majorité des pythons birmans. Il se propageait. Selon les recherches décrites, au moins 18 espèces indigènes de serpents étaient déjà concernées, et des traces du parasite furent découvertes beaucoup plus au nord,
Cela signifiait que géographiquement, ce parasite pouvait devenir un problème beaucoup plus rapidement que beaucoup ne l'avaient imaginé. Mais même cela n'était pas forcément la pire nouvelle, car à partir d'un certain moment, un parasite introduit peut ne plus avoir besoin de son hôte invasif d'origine. S'il réussit à s'intégrer dans un nouveau cycle impliquant des espèces indigènes, ce cycle peut commencer à s'entretenir lui-même. Cafards, grenouilles, serpents, puis tout recommence. Et c'est là que toute la signification de l'invasion des pythons change. Imaginez que demain, la Floride réussisse quelque chose qui semble actuellement presque impossible. Chaque python birman disparaît soudainement. Plus aucun œuf, plus aucun jeune serpent, plus aucun adulte. Le problème initial aurait disparu. Mais le ver pulmonaire pourrait rester. Un jour, les pythons pourraient théoriquement ne plus être présents en Floride, tout en laissant derrière eux une partie de leurs conséquences biologiques. L'invasion était donc devenue un problème à plusieurs niveaux. D'un côté, des mammifères disparaissaient dans l'estomac de gigantesques serpents constricteurs. De l'autre, un parasite minuscule se propageait à travers les chaînes alimentaires indigènes. Deux attaques, deux échelles complètement différentes, et toutes les deux frappant le même écosystème déjà affaibli. Mais c'est précisément à ce moment-là que les chercheurs découvrirent une anomalie. Un serpent semblait ne pas respecter les règles, le mocassin d'eau de Floride, une vipère à fossette indigène. Ces serpents vivaient dans les régions concernées, ils traversaient les mêmes paysages, ils consommaient des proies appartenant au même réseau alimentaire. Logiquement, on aurait donc pu s'attendre à les retrouver eux aussi infectés. Pourtant, les animaux examinés à plusieurs reprises montraient quelque chose d'étrange. Pas de vers pulmonaire correspondant, pas de problèmes respiratoires typiques, pas de symptômes évidents. Alors que d'autres serpents indigènes pouvaient succomber aux parasites, cette espèce semblait posséder une forme de protection. Pourquoi? Personne ne le savait. Peut-être que son système immunitaire réagissait différemment. Peut-être que les larves étaient détruites avant même d'atteindre les poumons. Peut-être que certaines caractéristiques chimiques de son sang perturbaient le parasite. Puis il existait une autre possibilité. Une possibilité particulièrement fascinante. Le venin. Le mocassin d'eau produit un cocktail extrêmement complexe de molécules biologiquement actives. Était-il possible que l'une de ces substances contribue, à l'intérieur du corps, à empêcher le parasite de survivre? Ou peut-être que le venin n'avait absolument rien à voir avec cette résistance? Pour l'instant, la réponse manquait. Mais scientifiquement, cette exception pouvait être beaucoup plus importante qu'une nouvelle liste d'animaux infectés. Car si un serpent indigène était réellement résistant, la question n'était plus simplement « pourquoi les autres tombent-ils malades ?» La véritable question devenait « qu'est-ce que ce serpent possède que les autres n'ont pas ?» Parfois, une possible solution à une crise biologique ne commence pas avec une nouvelle machine. Elle ne commence pas avec une technologie révolutionnaire. Elle ne commence même pas nécessairement avec un nouveau médicament. Parfois, elle commence simplement avec un animal qui, pour une raison encore inconnue, ne tombe pas malade. Et pendant que les scientifiques tentaient de résoudre cette énigme, quelque chose d'apparemment contradictoire se produisait plus au nord. La Floride relâchait des serpents, encore plus de serpents. Après tout ce qui s'était produit dans les Everglades, l'idée semblait presque absurde. Un État confronté à une invasion catastrophique de serpents répondait en introduisant davantage de serpents dans la nature. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un nouvel envahisseur, bien au contraire. C'était le retour d'un animal qui aurait toujours dû être là. La couleuvre indigo orientale, un serpent qui, dans son propre univers écologique, ressemble presque à l'opposé du python birman. Il s'agit de la plus longue espèce de serpent indigène d'Amérique du Nord. Elle peut largement dépasser les 2 mètres. Son corps est puissant. Ses écailles peuvent paraître d'un noir profond ou bleuté. Et lorsqu'elles sont frappées par la lumière du soleil, elles peuvent produire des reflets métalliques violets ou indigo. Mais ce n'est pas sa beauté qui rend cet animal si intéressant. C'est ce qu'il mange, d'autres serpents. La couleuvre indigo est une chasseuse de serpents, et sa méthode n'a presque rien à voir avec celle d'un python. Le python possède une arme exceptionnelle. Son corps entier, il frappe, il saisit sa victime, il enroule ses puissants muscles autour d'elle, puis il utilise sa masse et sa force pour la maîtriser. La couleuvre indigo, elle, mise davantage sur la vitesse, la puissance et ses mâchoires. Elle saisit sa proie, elle la plaque, elle la domine, et elle peut commencer à l'avaler sans attendre une longue phase de mise à mort. Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les serpents qu'elle est capable d'attaquer. Des serpents à sonnettes, des mocassins d'eau, des mocassins à tête cuivrée, des espèces dont le venin représente une menace mortelle pour de nombreux autres animaux. Pour la couleuvre indigo, la situation est différente. Elle possède une résistance naturelle au venin des vipères à fossettes nord-américaines. Un serpent à sonnette n'est donc pas seulement pour elle un adversaire extrêmement dangereux, il peut devenir un repas. Pendant très longtemps, cette capacité a fait de la couleuvre indigo l'un des prédateurs terrestres dominants de son habitat. D'autres serpents étaient des proies, de petits mammifères pouvaient être des proies. Des amphibiens et différents animaux pouvaient également finir dans son estomac. Pourtant, ce prédateur
extraordinaire n'a pas été chassé de son territoire par un animal plus puissant. Son plus grand ennemi fut la disparition de son habitat. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder un autre animal, la tortue gaufrée, car sans elle, le destin de la couleuvre indigo allait lui aussi commencer à changer. Cette tortue creuse de profonds terriers souterrains, et ces terriers ne sont pas seulement importants pour les tortues elles-mêmes. De nombreuses autres espèces les utilisent comme refuge. La couleuvre indigo en fait partie. Sous terre, elle peut échapper aux températures extrêmes. Les terriers offrent une protection, des conditions relativement stables. Et dans certains environnements, ils peuvent devenir essentiels à la survie de nombreux animaux. Mais lorsque de plus en plus de forêts de pins à longues feuilles et de zones de broussailles furent transformées ou détruites, les populations de tortues gaufrées commencèrent elles aussi à diminuer. Moins de tortues signifiait moins de terriers. Moins de terriers signifiait moins de refuges. Et moins d'habitats adaptés signifiait moins de couleuvres indigo. Jusqu'à ce que, vers l'année 1978, l'espèce ait pratiquement disparu de certaines parties du nord de la Floride. Un prédateur qui occupait autrefois de vastes territoires du sud-est des États-Unis ne survivait plus que dans une fraction de son aire de répartition historique. Puis commença un travail qui allait durer des décennies. Des habitats furent restaurés, des serpents furent élevés en captivité, les tortues gaufrées furent protégées et, dans certaines régions, réintroduites. Des zones adaptées furent préparées. Et finalement, les couleuvres indigo commencèrent elles aussi à revenir. Mais dans chaque programme de réintroduction, il existe une différence fondamentale entre un véritable succès et un simple espoir. On peut relâcher des animaux, on peut les suivre, on peut observer que certains survivent, mais une population n'est réellement en train de revenir que lorsqu'une chose beaucoup plus importante se produit. Elle doit commencer à se reproduire seule, et c'est exactement ce que les chercheurs attendaient, année après année, jusqu'à ce qu'une caméra vers la fin de l'année 2023 enregistre quelque chose qui n'avait pas été observé dans cette région depuis environ un demi-siècle. De petites couleuvres indigo, pas des animaux provenant directement d'un programme d'élevage, pas des serpents venant d'être relâchés avec des émetteurs, mais des jeunes nés dans la nature. Deux petits individus se déplaçaient dans la végétation d'une zone de réintroduction. À première vue, ce n'était que deux jeunes serpents. Mais pour les personnes qui avaient consacré des décennies à ce projet, ils représentaient quelque chose de beaucoup plus important. Les animaux réintroduits ne faisaient pas que survivre, ils avaient trouvé des partenaires. Ils s'étaient reproduits, et maintenant leurs descendants se déplaçaient sans aucune assistance humaine dans un paysage d'où leur espèce avait disparu plusieurs décennies auparavant. Pour la première fois depuis environ 50 ans, l'ancien chasseur de serpents du nord de la Floride produisait à nouveau une génération sauvage. Mais pendant qu'un prédateur disparu revenait progressivement dans le nord de la Floride, quelque chose d'encore plus inattendu se produisait très loin au sud, car là-bas, aucune espèce réintroduite n'attendait de rencontrer les pitons. Ce sont des animaux qui avaient toujours vécu dans les Everglades, qui semblaient commencer à comprendre comment tuer l'envahisseur. Pendant presque 20 ans, les rôles avaient été simples. Le python birman était le chasseur, les mammifères indigènes étaient les proies. Année après année, l'invasion progressait dans le sud de la Floride. Les serpents se reproduisaient, les populations de mammifères s'effondraient, et chaque nouvelle série de données semblait simplement confirmer ce que les scientifiques craignaient déjà. Les Everglades étaient en train de perdre ce combat. Puis, Loki disparut. Loki n'était pas un python ordinaire trouvé par hasard au bord d'une route. Il faisait partie d'un projet scientifique dans la réserve nationale de Big Cypress, et il portait un émetteur. Grâce à cet appareil, les chercheurs pouvaient en suivre ses déplacements et mieux comprendre comment les grands pythons birmans se déplaçaient à travers cet immense territoire. Loki pesait environ 23 kg. C'était un prédateur puissant, assez grand pour maîtriser lui-même de nombreux animaux qu'il pouvait rencontrer dans les marécages. Pendant plusieurs semaines, les chercheurs avaient suivi son signal. Puis, un jour, quelque chose changea. Le signal ne se déplaçait plus comme il l'aurait dû. L'équipe décida donc de suivre l'émetteur à travers la végétation, toujours plus près de sa position, jusqu'à ce qu'il trouve Loki, mort. Mais le python n'était pas simplement décédé d'une maladie, il avait été attaqué. Sa tête, en particulier, présentait de graves blessures. Quelque chose semblait avoir saisi le serpent, l'avoir mordu et avoir concentré son attaque sur la partie la plus importante de son corps. Pour les chercheurs, une question devenait immédiatement évidente. Quel animal accepterait volontairement d'attaquer un grand python birman dans cette région? Heureusement, une caméra automatique se trouvait à proximité, et cette caméra avait enregistré une partie de la réponse. L'attaquant n'était pas un alligator, ce n'était pas une panthère de Floride, et ce n'était pas un humain, c'était un lynx roux, un prédateur indigène qui pesait environ 2 fois moins que le python,
Et ce détail était crucial, car sur le papier, le serpent aurait pu disposer d'un avantage considérable. Un grand python possède une puissance musculaire énorme. S'il parvient à enrouler son corps autour d'un adversaire, sa taille et sa force deviennent une arme potentiellement mortelle. Mais apparemment, le lynx ne lui en avait pas laissé l'occasion. Il avait attaqué le serpent au moment où celui-ci était vulnérable. Et surtout, il avait concentré son attaque sur la tête. En faisant cela, le lynx empêchait potentiellement le python d'utiliser efficacement sa plus grande force. Cette fois, le serpent ne pouvait pas mener le combat selon ses propres règles. Il ne pouvait pas simplement attendre, frapper, saisir, puis refermer ses anneaux autour de sa victime. Cette fois, c'était lui qui avait été surpris. Et cette fois, il avait perdu. Pris isolément, l'événement aurait simplement pu être considéré comme une observation fascinante. Un affrontement inhabituel entre deux prédateurs. Mais les scientifiques commencèrent à regarder d'autres observations réalisées dans le sud de la Floride sous un angle différent, car Loki ne semblait pas être un cas totalement isolé. Des alligators avaient été observés en train de capturer de jeunes pythons. Il existait également des indices d'interaction avec des panthères de Floride. Et d'autres prédateurs indigènes semblaient eux aussi exploiter certains moments où les pythons devenaient particulièrement vulnérables. C'était peut-être là que se trouvait le véritable changement. Pas dans l'apparition soudaine d'un animal capable d'exterminer tous les pythons. Un tel prédateur n'existait pas, mais plutôt dans la possibilité que les animaux indigènes commencent progressivement à percevoir cet envahisseur différemment, plus seulement comme une menace, mais peut-être aussi comme une proie. À première vue, cela peut sembler évident. Les prédateurs tuent d'autres animaux. Mais du point de vue de l'évolution et du comportement, les choses sont beaucoup plus complexes. Un animal ne naît pas avec un manuel complet lui expliquant exactement comment affronter chaque espèce qu'il rencontrera au cours de sa vie. Il possède des instincts, mais il apprend également de ses expériences. Il observe, il teste, il prend des risques, et lorsqu'un comportement fonctionne, il peut potentiellement devenir plus fréquent au sein d'une population. Imaginez maintenant un lynx roux rencontrant un grand python pour la première fois. Il ne connaît pas cet adversaire de la même manière qu'il connaît un lapin ou une espèce locale avec laquelle ses ancêtres coexistent depuis des milliers d'années. Il ne sait pas automatiquement à quel point les anneaux musculaires du python peuvent être dangereux. Une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Mais si certains individus commencent à comprendre à quel moment le python est vulnérable, toute la situation change. Par exemple, après un repas particulièrement important. Un python qui vient d'avaler une grosse proie n'est pas exactement le même animal qu'un python affamé. Son corps est fortement distendu. Il transporte une énorme masse de nourriture. Sa mobilité peut être réduite.